Le fils de Molière de Annie G. Chapitre 19. Par chance, Molière ne lui fit aucun reproche de son escapade. Il était trop courroucé par la dernière tracasserie que leur avaient réservée les comédiens de l'hôtel de Bourgogne. Le vieux Montfleury était mort en 1667. Pendant un temps, on crut, au Palais-Royal, que les querelles avaient été enterrées avec lui. Hélas, ses successeurs, Floridor et Hauteroche, le remplacèrent en tout, y compris dans l'art subtil du complot. « En voilà assez !» cria Molière à Michel, qui, les yeux dans le vague, repensait à sa nuit de plaisir. Il recommence. « Ça te fait sourire » s'énerva-t-il ensuite. Le jeune homme se reprit. Il n'avait pas écouté un seul mot de ses propos. Molière le secoua. « Cela ne t'embête donc pas que ce traître de Racine leur ait écrit une Bérénice alors que Corneille vient de nous donner une tragédie sur le même sujet ?» Mais Michel rêvait, bien loin de Bérénice. Il se trouvait dans les bras de Marie de Brioux. « Bah, patron, finit-il par répondre, Paris verra 2 Bérénices, une au Palais-Royal et une autre à l'hôtel de Bourgogne. Et au bout du compte, nous gagnerons, car nous sommes les meilleurs. » Puis il s'esquiva sous prétexte d'apprendre son rôle. Ce soir-là, la troupe présenta une comédie. Georges Dandin, devant un parterre bouillonnant. Dès le rideau tombé, le jeune homme s'éclipsa discrètement. À l'hôtel de Condé, il retrouva les salons tels qu'il les avait laissés. Rire, jeux, danse, une joyeuse ambiance régnait. « Ah, baron !» lui lança familièrement son nouvel ami. « Viens jouer et fais-moi rire, je m'ennuie. » Michel s'étonna à peine du tutoiement, et ma foi, puisqu'il fallait amuser M. d'Angien. « Je ne possède pas plus d'argent qu'hier, s'esclaffa-t-il, mais si quelqu'un m'en prête, je le rembourserai rubis sur l'ongle. » Monsieur de Noisy, un habitué, lui jeta une bourse. « Je l'ai gagnée au duc, faites-en bon usage. » Le jeune homme le remercia et le jeu reprit. Hélas, Michel dilapida l'argent en 2 heures. Le vin aidant, il riait de ses mauvaises cartes et ne se souciait pas de ses pertes. Toute cette fantaisie lui paraissait si irréelle et si plaisante. Lorsque Marie arriva, il avait tout perdu. Elle l'entraîna dans un menuet, puis le conduisit dans une discrète alcôve. « Je dois 1000 livres, pouffa-t-il, comme s'il racontait une joyeuse plaisanterie. Molière sera furieux quand il l'apprendra. » Puis, tout en embrassant la jeune femme sur un confortable divan, il continua. « J'en gagne 2000 par an, je ne sais comment rembourser Noisy. Il me faudra des mois de travail avant de réunir une telle somme. » « Tu perds car tu joues mal, tu manques d'expérience. Viens, je vais te montrer. » Michel aurait préféré d'autres jeux, mais, d'une nature aimable, il la suivit jusqu'à une petite table où elle réclama des cartes neuves. Son esprit, embrumé d'alcool, avait du mal à se concentrer, et ses yeux semblaient aimantés par le profond décolleté de sa compagne. « Regarde les cartes, jeune imbécile !» le rappelait-elle à l'ordre en riant. « Rien n'est plus utile dans notre monde que de savoir jouer. Veux-tu finir sur la paille ?» Leur monde, Michel le trouvait si grisant. Il avait terminé son apprentissage aux cartes lorsqu'Angien, entouré d'un essaim de jolies femmes, réclama ses services. « Allez, baron, donne-moi la comédie. » Michel, tel un chien fidèle, obéit aussitôt. Il fut bien déçu. Hormis Marie, personne n'écouta, tant les invités étaient occupés à s'amuser. « Baron, » l'interpella Noisy, tandis qu'il prenait congé, « je veux mes 1000 livres demain. » Michel blêmit. « Pour demain ?» La chose était impossible. Cependant, en bon comédien, il sourit de toutes ses dents et déclara avec assurance. « Naturellement, monsieur, je m'y engage. » Dette de jeu, dette d'honneur. Alors qu'il grimpait dans un fiacre, il essaya de faire taire ses angoisses. Puis il soupira de soulagement. « Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Je vais vendre la bague. » Chapitre 20. Afin de parfaire son personnage, Michel avait revêtu le costume de velours, rebrodé d'or de Dorrance, le comte du bourgeois gentilhomme. Puis il trouva près du Louvre un prêteur sur gage. Michel s'avança vers lui en prenant de grands airs. Il joua les nobles hautains à la perfection. « Cette bague est un vieux bijou de famille, » annonça-t-il avec une moue boudeuse. « Elle paiera ma canaille de tailleur. Ce maraud entend être dédommagé de son travail. Quel insolent !» Le prêteur, après un hochement de tête compréhensif, lui en donna 1500 livres. La somme empochée, le jeune comédien retourna au théâtre.
Tout en se changeant, il réfléchit. Je vais rendre son argent à Noisy. Avec le reste, je jouerai aux cartes, puisque Marie de Brioux m'a appris les finesses du lance-quenet. Si je veux continuer d'évoluer dans le monde de la noblesse, il me faudra de l'argent, beaucoup d'argent. Michel rejoignit les Beauval. Jeanne, paupières closes, apprenait par cœur le texte que lui dictait avec patience son époux. Comme beaucoup de femmes du peuple, elle ne savait ni lire ni écrire et ne pouvait se fier qu'à sa mémoire. « J'ai un service à vous demander, leur glissa-t-il. Puis-je dire que j'ai passé la soirée d'hier chez vous, et aussi celle de ce soir ?» Jeanne éclata de rire. Elle riait comme personne, et justement, personne ne pouvait y résister. Michel fut gagné par sa bonne humeur. « Toi, s'esclaffa-t-elle, tu nous prépares une escapade que le patron n'approuverait pas. J'ai rendez-vous avec une dame. » « Une dame, la coupa-t-elle, en lui adressant un regard faussement réprobateur. « Oui, noble, 20 ans, marié, à un vilain monsieur, qui en compte 30 de plus et qu'il est absent, expliqua Michel en souriant. Prends garde, n'es-tu pas un peu trop jeune pour fricoter avec les femmes mariées? Elle est charmante, la rassura-t-il, et je ne veux pas peiner Molière, qui me couve comme une poule son poussin. Allez, aidez-moi. Jean soupira, gêné par ce mensonge, mais Jeanne accepta. Compte sur moi, grâce à toi, nous voilà dans la meilleure troupe de Paris. Je n'ai point de service à te refuser. Molière entra sur scène, discutant et gesticulant. Derrière lui suivaient Armande, furieuse, et Catherine de Brie, dépitée. « Que d'histoire pour une chaise et un bout de miroir !» clamait le comédien, les bras au ciel. Armande tapa du pied et s'indigna. « Je joue les premiers rôles. Pourquoi Catherine devrait-elle partager ma loge? Qu'elle aille dans une autre, avec Jeanne et Madeleine ?» Eh bien, brailla à son tour Molière, tu l'as dit, tu as les premiers rôles, cela devrait te satisfaire. Qu'importe où s'habille Catherine. Excédé, il les abandonna et s'approcha de Michel. J'ai parfois l'impression qu'Armande n'est née que pour me faire enrager. Michel regarda ses pieds, hésitant, puis il mentit avec aplomb. Patron, ce soir je soupe chez les Beauval, ne m'attendez pas pour rentrer à Auteuil. Molière acquiesça distraitement, avant de reprendre en soupirant, main sur les hanches. Je crains fort de m'être trompé. Le jeune homme retint son souffle, déjà sûr d'être démasqué. Comment Molière avait-il su? Mais le comédien jeta seulement d'un air ennuyé. Notre prochaine pièce, Tite et Bérénice, ne me semble pas de taille à lutter contre celle que Racine a donnée à l'Hôtel de Bourgogne. Mes amis Boileau et La Fontaine ont entendu les acteurs répéter. Il paraît qu'elle possède un ton nouveau, fluide, et que ses vers sont exquis. La nôtre aussi, patron. Corneille est un acteur de renom, qui fait déplacer les foules. Hélas, je crains que son style ne soit trop classique. Dans 10 jours, nous serons fixés. Son costume de Dorante lui allait si bien que Michel l'enfila de nouveau pour se rendre chez le duc d'Enghien. Là, tel un grand seigneur, il tendit à Alexandre de Noisy ses 1000 livres avant de s'asseoir à son côté. « Je me sens en veine ce soir, lança-t-il en se frottant les mains. Son assurance fit rire son adversaire. « Quoi, baron, tu veux jouer? La défaite d'hier ne t'a pas suffi? »« Cette défaite m'a servi de leçon, » répondit finement Michel. « Gageons qu'elle aura porté ses fruits. » Marie, qui venait d'arriver, posa ses mains sur ses épaules comme pour le soutenir. Les premiers temps, il ne gagna ni ne perdit. Puis, concentré sur son jeu, il abattit ses cartes avec une justesse qui étonna ses adversaires. « Ah, baron, tu disais vrai, » se prit à rire Enghien. « Te voilà un bien meilleur joueur qu'hier. Tiens, bois donc un verre, mon ami. » Mais Michel toucha à peine au vin. S'il voulait gagner, il devait garder l'esprit clair. Grâce à son excellente mémoire, il comptait les cartes, ce que ses adversaires négligeaient de faire, tant il se montrait enclin à batifoler et à s'enivrer. Or, avec un peu de pratique, ce jeu de hasard n'en devenait plus un. La partie tourna bientôt à son avantage. À minuit, il avait plumé Enghien et Noisy. Le petit duc se fendit d'une grimace qui l'enlaidit davantage. Il détacha son baudrier et son épée incrustée de pierres précieuses, qui lui tendit. « Tiens, baron, je te la donne. Cette partie était fort divertissante. » Michel s'en saisit. Il s'agissait d'une arme magnifique qu'il mit en bandoulière. Son geste si spontané déclencha les moqueries des convives. Il n'était pas noble et n'avait pas le droit de porter l'épée. Mais, fier de sa victoire, Michel bomba le torse et déclara en levant le menton.
Ne suis-je pas le comte d'Orante ?» Il remplit ses poches de pièces. Ses gains pesaient et déformaient son costume de scène. Cela fit rire Marie, qui le mena danser. « Peste !» jeta-t-il en tournant gauchement sur lui-même. « Tout ce poids m'alourdit. J'ai la grâce d'un ours de foire. Avec tout cet argent, tu vas pouvoir te vêtir comme un prince. Et mener la grande vie, ajouta-t-il, en enlevant au vol un verre de vin. J'aimerais tant te couvrir de bijoux. J'en ai nul besoin, s'esclaffa Marie. Mon vieil époux m'en offre assez. Donne-moi plutôt de l'amour. Le jeune homme se trouvait à 1000 lieues de Tite et Bérénice de Molière, des soucis du théâtre et de ses rêves de glorieuse carrière. Chapitre 21. Molière avait raison de s'inquiéter. La Bérénice de Racine fit un triomphe, alors que leur Tite et Bérénice remplit si peu la salle que le Palais Royal dut la retirer de l'affiche après quelques représentations. Floridor a gagné cette bataille, enragea-t-il, mais pas la guerre. Le roi veut que nous créions une féerie. Eh bien, elle sera si spectaculaire que l'hôtel de Bourgogne ne s'en relèvera pas. Il se tourna vers Michel pour lui ordonner. Réunissons tous nos amis. Va me chercher Lully, Corneille et La Fontaine. Nous ne serons pas trop de 4 pour mener ce projet à bien. La journée se passa en conciliabule. Il fut finalement décidé que Molière reprendrait une œuvre de La Fontaine, Les Amours de Psyché et de Cupidon. Corneille et lui l'arrangeraient en la développant. Ce soir-là, le jeune homme, à son grand désespoir, ne put se défiler pour rejoindre Marie, et la soirée à Auteuil se prolongea fort tard. Lully, qui se chauffait près du feu en compagnie de Boileau et de La Chapelle, ivre comme à son ordinaire, approuva le projet. « Excellente idée. Je vous composerai une musique divine. Je l'ai déjà en tête. Tenez, écoutez. » Il saisit son violon, tandis que La Fontaine poursuivait. « Armande sera parfaite en Psyché. Qui sera Cupidon, le dieu de l'amour ? Eh bien, Michel, évidemment. » Michel sursauta. Il allait donc tenir le premier rôle masculin, dans une féerie grandiose, devant le roi. Il s'apprêtait à remercier avec effusion lorsque Molière balaya les reliefs de leur repas de la main. Sa jatte de lait caillé, qu'il n'avait pas mangé, se répandit sur la nappe. Ce projet le rendait si fébrile qu'il en perdait l'appétit. Le temps d'étaler une grande feuille de papier que le peintre Mignard avait oubliée, et il se saisit d'une mine de plomb pour griffonner. Je prévois un spectacle digne des empereurs romains, des chœurs, des danseurs, des jeux de lumière, de la démesure. Comment ça, de la démesure, s'étonna Lully. Alors je vais jouer le premier rôle, tenta Michel. Voici la scène, expliqua Molière, tout en dessinant. J'y placerai tous les dieux de l'Olympe. Mars arrivera au milieu du théâtre, suivi de ses guerriers. Ensuite viendront Apollon, Vénus et Bacchus avec leurs troupes. Ajoutez-y un chœur d'une 30aine de voix qui se joindra aux noces de l'amour et de Psyché. Au final, le couple s'élèvera dans les airs, des angelots virevoltant autour d'eux. « Oh là, oh là, nous ne pourrons jamais monter cela à Saint-Germain. Nous avons le palais des Tuileries, s'enflamma La Fontaine. Son théâtre possède la plus grande scène d'Europe avec une machinerie très au point. L'amour, c'est vraiment moi qui le jouerai, le coupa de nouveau Michel, sans plus de résultat. Bien sûr, les Tuileries, nous pourrons utiliser sans peine une centaine de figurants. 200 même, le reprit Boileau. Cela va faire bien du monde à payer, s'inquiéta La Fontaine. Pour les Angelots, nous prendrons les enfants de Ducroisy, de la Torillière et des Beauval. Ils en ont une flopée. Tiens, ma petite esprit Madeleine pourrait faire ses premiers pas sur scène, enfin dans les airs. Oui, mais s'interposa Michel, je jouerai vraiment le premier rôle ? Molière le regarda avec surprise. C'est le moment que choisit Chapelle pour tomber de sa chaise avec sa bouteille vide. Il roula sous la table et se mit à ronfler. Chapelle est cuit, annonça laconiquement Boileau. Allons le coucher, proposa Molière. Les 4 hommes se levèrent de concert. Ils saisirent le poète ivre sous les aisselles et les genoux et le menèrent jusqu'à son lit. Pour les ballets, il faudra voir Beauchamp, le chorégraphe de la cour, continua Molière. Il attrapa un bougeoir et Michel entendit leurs pas décroître dans la maison. Seul, face à la cheminée, il resta bouche bée. Il vit alors la vieille Laforest entrer en traînant les pieds pour débarrasser la table. « Je vais faire le premier rôle, lui annonça-t-il avec enthousiasme.
Elle étouffa un bâillement et se pencha pour ramasser les morceaux de verre de la bouteille. Il était minuit passé. Elle en avait soupé du théâtre et des théâtreux. « Grand bien te fasse, mon garçon, marmonna-t-elle. Moi, je vais faire la vaisselle. » De la démesure, il y en a eu. Michel Baron joua Cupidon, dieu de l'amour, aux côtés de mademoiselle Molière, qui interprétait Psyché. Loin de s'en plaindre, comme 4 ans auparavant, l'actrice ne tarissait pas d'éloges sur son jeune confrère, qui savait si bien la mettre en valeur. « Ne sois pas si timide, l'encouragea-t-elle alors qu'il répétait une scène d'amour. Nous sommes Psyché et Cupidon, des amants mythiques. Montrons-leur ce qu'est une vraie passion. Embrasse-moi. »« Oh, pour de vrai ? Ne me dis pas que tu n'as jamais embrassé de fille, se moqua-t-elle. Michel se sentit rougir, bêtement. Bien sûr que si, mais vous êtes l'épouse du patron. Juste de nom, imagine le couple que nous formerons sur scène. Tu es le plus bel acteur de Paris, toutes les femmes m'envieront. Après cela, tu seras au firmament de ta gloire. Le jeune homme se mit à rire, voilà qui était intéressant et diablement tentant. Pour ne pas être de reste, il soupira flatteur. Non, ce sont tous les hommes qui vont m'envier de tenir entre mes bras l'exquise mademoiselle Molière. Et il lui donna un baiser qui la laissa hors d'haleine. Ouh, soupira-t-elle en faisant mine de s'éventer de la main. Voilà qui réjouirait bien des femmes. Je crois qu'un baiser plus chaste serait plus approprié. Le mari vit et entendit tout. S'il ressentit une profonde gêne et un pincement de jalousie, il préféra ne pas réagir. Il se convainquit que la paix régnait entre Michel et Armande et que ce jeu de scène émouvrait à coup sûr les spectateurs. La représentation dura 5 heures. Il y eut un finale grandiose, avec 300 personnes sur scène, vêtues de costumes somptueux, la plupart volaient dans les airs grâce à une astucieuse machinerie. Violon, timbales, trompettes, tambours. La musique était superbe, jouée par 150 musiciens, tandis que 50 choristes chantaient et que 70 danseurs enchaînaient les ballets. Le jeu des comédiens arracha des cris d'admiration à la famille royale. Ah, cet amour incomparable entre la belle Psyché et le dieu Cupidon, si touchant, si vrai. On félicita chaleureusement mademoiselle Molière et Baron. Que d'applaudissements ils reçurent.